Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier point de l'information sur RTI 1. Le vice-président de la République s'est entretenu mercredi avec le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Timoko Meliet Kone a aussi échangé avec une délégation de l'Union européenne, une délégation conduite par le président de la Banque européenne d'investissement. La première dame Dominique Ouattara a présidé la cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage du journaliste Philippe Couron, un ouvrage consacré à ses discours, un ouvrage intitulé « Cela vient du cœur, Dominique Ouattara, 100 discours illustrés par des photos en 10 ans ». Plus d'une capacité d'accueil de plus de 300 apprenants, le lycée professionnel sectoriel de Yopougon a été inauguré ce jeudi par le chef du gouvernement. L'établissement va offrir des formations initiales en BTS, en BT et CAP. Sa réalisation a coûté 9 milliards de francs CFA. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD et une délégation de l'Union européenne étaient mercredi au palais présidentiel. Au menu de la rencontre avec le vice-président de la République, la situation économique et monétaire dans l'espace UEMOA et dans le monde. Timoko Meliet Kone et ses hôtes ont aussi abordé la question de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Un compte-rendu d'Awa Touré. La troisième édition du sommet Finances en commun se tient à Abidjan du 18 au 20 octobre. En marge de cette rencontre des banques de développement, le vice-président de la République, Timoko Meliet Kone, a échangé avec une délégation de l'Union européenne conduite par le président de la Banque européenne d'investissement sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, notamment dans les domaines du cacao durable, de l'investissement dans les énergies renouvelables et l'accès pour tous à l'électricité. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre une visite de courtoisie à Monsieur le vice-président sur l'occasion de notre présence pour le sommet Finances en commun qui est organisé par la Banque européenne d'investissement et la BAD en coopération étroite avec l'Agence française de développement. Nous sommes très honorés par la possibilité d'être accueillis par la Côte d'Ivoire pour cette conférence. Nous sommes venus présenter à Monsieur le vice-président le monde des banques publiques de développement, effectivement 520 institutions partout dans le monde, une centaine en Afrique qui joignent leurs forces pour lutter contre la pauvreté et lutter contre le changement climatique. Nous avons passé aussi un peu de temps sur les relations bilatérales entre l'Europe et la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de participer à une réunion sur notamment la filière cacao, sur laquelle nous, équipe Europe, donc c'est-à-dire l'Union européenne et ses États membres, nous nous mobilisons en force pour justement adresser les trois grands défis, le niveau de revenus des agriculteurs, les questions de la déforestation et la question des travails d'enfants. Les échanges avec le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD ont porté sur le fonctionnement de cette institution et la situation économique et monétaire dans la zone UEMOA et dans le monde. Nous lui avons fait un compte-rendu, une forme de reddition de notre augmentation de capital. Vous savez que c'est une opération phare pour la banque, mais également phare pour notre union. Le vice-président, monsieur le vice-président, connaît bien ces sujets, nous a accompagnés, nous a soutenus depuis le début, depuis le départ. À l'heure où nous clôturons cette opération, qui, je le rappelle, est une opération d'envergure, nous levons 1,5 milliard de dollars de capital pour la banque. Cette opération sensible, d'envergure, je le rappelle, a été décrite par le menu détail à monsieur le vice-président. Et je peux dire que monsieur le vice-président nous a félicités de la façon avec laquelle nous avons conduit cette opération. La Banque ouest-africaine de développement aura 50 ans l'année prochaine. Les questions liées à la célébration de cet événement à Abidjan ont également été évoquées.
Anne Witkowski est en Côte d'Ivoire. La secrétaire adjointe aux opérations de conflit et de stabilisation du gouvernement américain séjourne à Abidjan. Elle s'est entretenue ce jeudi avec une délégation ministérielle conduite par le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro. Les deux parties se sont engagées à consolider la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Les détails de la rencontre avec Mahama Traoré. Anne Witkowski, secrétaire d'État adjointe des États-Unis d'Amérique aux opérations de conflit et de stabilisation, est en mission d'écoute. Écouter les autorités ivoiriennes sur les actions entreprises pour garantir la paix dans le pays. Cette concertation a également permis au ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et aux autres membres du gouvernement de formuler leurs attentes concernant le maintien de la stabilité. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir eu l'opportunité d'échanger avec les représentants des différents ministères ici présents. Nous réitérons encore une fois notre désir de soutenir la Côte d'Ivoire et nous sommes conscients de cette relation sur le long terme qu'il y a eu avec l'État de Côte d'Ivoire. La secrétaire d'État adjointe des États-Unis d'Amérique aux opérations de conflit et de stabilisation est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée au sein des pays du Golfe de Guinée. Tournée s'inscrivant dans la perspective de la mise en œuvre de la stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité avec des pays partenaires dans le monde entier. Stratégie lancée en avril dernier. C'est un ouvrage qui représente au moins 10 années de travail et il est du journaliste Philippe Kouan, composé de 390 pages et de 170 photos. Le livre est essentiellement un recueil de principaux discours de Mme Dominique Ouattara, un ouvrage qui vous plonge au cœur de l'engagement humanitaire de la première dame de Côte d'Ivoire pour la cause des plus faibles et des démunis. Mahama Traoré. Il y a dans les discours de Dominique Ouattara la passion du cœur et la force de la raison. Et de quoi aussi inspirer le journaliste ivoirien Philippe Kouan. L'homme de médias est allé jusqu'à compiler dans cet ouvrage intitulé « Cela vient du cœur » 100 discours marquants sur les 400 prononcés par Dominique Ouattara depuis 2011 dans le cadre de ses activités de première dame et de présidente de la fondation Children of Africa. Certains demandent ou se demandent pourquoi avoir choisi 100 alors qu'il est facile de prendre en compte la totalité des discours, vu qu'ils sont tous disponibles. Eh bien, ce fut un exercice très difficile, mais il fallait faire un choix. Aussi, dans la perspective de réaliser d'autres œuvres plus tard, il nous est apparu judicieux de commencer par ces 100 discours qui ne tiennent pas compte de l'ordre chronologique des faits, mais d'un choix thématique pour ce tome 1. Philippe, sois tranquille. Pour moi, tout ce qui de près ou de loin concerne Mme Dominique Ouattara est bon. Parce que Mme Dominique Ouattara est bonne, grande dans la tête, grande dans le cœur, grande dans la main. Donc le livre qui parle d'elle est forcément bon. Je vous en souhaite agréable lecture. Outre les discours, ce livre de 391 pages est aussi illustré par des photos souvenirs des activités publiques de la Première Dame. La préface, elle, est signée par la ministre Anne Ouloto. Entre les lignes de chaque phrase de ces discours, le lecteur attentif pourra également découvrir de nombreuses valeurs telles que l'harmonie dans le couple, l'amour du travail bien fait, le don de soi, le respect de l'autre, la rigueur, l'esprit d'équipe, la loyauté, la fidélité, et j'en passe. Lorsqu'elle prend la parole, Dominique Ouattara rend hommage à l'artisan de ce travail de mémoire qui aura mobilisé 2 années d'efforts. Cher Philippe, vous me donnez l'occasion de témoigner ici de l'importance de votre métier qui, en plus de participer à l'équilibre de notre société, est un des garants de la mémoire de notre pays. Je suis heureuse que ces discours prononcés sur des tribunes nationales et internationales puissent aujourd'hui être répertoriés dans un seul et même ouvrage. Santé, éducation, lutte contre le travail des enfants, autonomisation des femmes, l'ensemble des allocutions recensées dans ce livre véhiculent le même idéal. Ce livre est une rétrospective qui confirme le travail accompli jusqu'ici par les équipes de ma fondation et celles de mon cabinet, et j'en suis très heureuse. Merci d'avoir contribué à notre devoir de mémoire collectif. J'ai choisi chaque mot et chaque phrase contenue dans ces discours avec soin et conviction.
et j'espère qu'ils auront eu et continueront à avoir un impact positif auprès de ceux et celles qui les recevront. Et ces discours, qui me viennent du fond du cœur, sont couronnés par l'appel que j'ai toujours lancé pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. C'est une exhortation au vivre ensemble, si chère à tous les Ivoiriens, que je n'oublie pas d'évoquer dans chacun de mes discours, à l'endroit de mes sœurs en particulier, afin qu'elles soient des actrices de paix dans leurs familles et dans leurs communautés respectives. Parce que ce livre ne serait pas sans les discours de la Première Dame, Philippe Kouan concède volontiers à Dominique Ouattara la dédicace des premiers exemplaires vendus. Mieux, le journaliste écrivain annonce céder ses droits d'auteur sur cet ouvrage à la Fondation Children of Africa. Il est bâti sur 4 hectares et il va former au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle. Je vous le disais en titre, le lycée professionnel sectoriel de Yopougon a été inauguré ce jeudi par le Premier ministre Patrick Achi. Ce nouveau pôle du savoir permettra d'augmenter de façon substantielle et progressive le taux de scolarisation estimé aujourd'hui à 5% à 20% en 2030. Alexis Oudraogo. Voici le lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Bâti sur près de 4 hectares pour une enveloppe de 9 milliards de francs CFA apportés par le C2D, il adresse des formations en agro-industrie et maintenance industrielle. J'ai agréé à cette école parce que d'abord moi j'aime la maintenance, j'aime tout ce qui est électrique et puis j'adore l'automatisme aussi. Je veux plus évoluer en automatisme parce que toutes les industries de notre génération sont tous automatisées. Moi, je veux faire l'électricité parce que je vois que tout ce que nous consommons aujourd'hui sont à base de l'électricité. Et je vois que l'électricité, c'est un métier d'avenir et il va continuer d'évoluer. Et je veux faire partie de ces personnes-là qui vont faire évoluer cette filière. Le pays fortement engagé dans une politique d'industrialisation veut mettre à disposition un capital humain de qualité, répondant à la demande du marché en construction, mais surtout gage d'attrait des investisseurs. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, pour ce projet, la France, qui a à ce jour investi plus de 50 milliards de francs CFA. Nous sommes ici à Yopougon, dans ce lycée professionnel sectoriel, parce que je crois que c'est la plus belle et la plus forte illustration de cette politique des autorités ivoiriennes, de cette dynamique. 9 milliards de francs CFA d'investissement ici, pour 2 filières clés, la maintenance industrielle, l'industrie agroalimentaire. Bientôt près de 400 élèves, certains sont déjà ici pour se former. Alors que plus de 22 millions de la population a moins de 35 ans, soit 3 Ivoiriens sur 4, la formation professionnelle veut absorber le stock des diplômés sans emploi et autres non diplômés dans une classe ouvrière nouvelle qui bâtisse le pays. Il s'agit de former au sein de ce lycée professionnel un capital humain compétent, indispensable à la vitalité industrielle de notre pays. Notre lycée, d'une capacité de 390 apprenants en formation initiale, prépare au diplôme suivant. Pour la branche agro-industrielle, le BTS conducteur de procédés en 2 années, le BT conducteur en ligne en 3 années, le CAP conducteur de machines en 3 années. Pour la branche maintenance industrielle, le BTS maintenance industrielle en 2 années, le BT agent de maintenance en 3 années. Cette année, en formation initiale, l'effectif enregistré est de 241 apprenants, dont 36 filles. Un maillage dense de centres professionnels va irriguer tout le pays et permettre une remontée plus efficace dans les chaînes de valeur mondiales de nos différentes productions agricoles. Quand une nation veut faire grandir son industrie, pour grandir elle-même ensuite, l'enseignement technique et la formation professionnelle et l'apprentissage se trouvent naturellement et toujours à des places stratégiques. Notre politique engagée permettra également, à travers des programmes spécifiques, de capter le stock des diplômés sans emploi, des élèves déscolarisés, voire non scolarisés, qui représentent un volume par essence toujours trop important parmi notre jeunesse. Alors même que ces jeunes, loin d'être dénués d'énergie, de volonté et de talent, veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donc toute vocation à incarner ici cette nouvelle classe ouvrière avec laquelle nous allons bâtir cette Côte d'Ivoire ambitieuse et prospère. Notons que grâce à l'appui du C2D, des centres de formation après Yopougon verront le jour à Daoukro, Daloa et Bampé, Drabo, Dabakala, Korogo, Yamsoukro et Gbéligban pour un montant global de 146 milliards de francs CFA.
On continue à parler des activités du Premier ministre à San Pedro. Patrick Achi a lancé les travaux de construction d'une usine de transformation de cacao. L'unité ultra-moderne sera construite par Atlantic Group. D'une valeur de 73 milliards de francs CFA, elle aura une capacité de transformation de la fève de cacao en beurre, en poudre, masse et tourteaux de cacao de 64 000 tonnes par an. Une contribution à la politique de transformation locale du cacao impulsée par le président de la République. On reste toujours avec le chef de gouvernement qui a lancé le Farming Innovation Programme, un programme accélérateur et incubateur de start-up visant à promouvoir et à accompagner les idées novatrices dans le domaine de l'agriculture. En français facile, il s'agit d'un recours à la technologie digitale afin d'améliorer la compétitivité des agriculteurs et de faciliter l'émergence d'une agriculture de précision. Le programme sera exécuté par une start-up marocaine. Une délégation d'hommes d'affaires français est en mission de prospection à Abidjan. Des opérateurs du club entreprise Bordeaux Afrique qui ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, Logoretti et Rigoré pour le compte-rendu. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Kandia Camara, en plein échange avec des hommes d'affaires français. Ils sont là pour explorer les opportunités d'affaires. Cette délégation est conduite par Maurice Bandama, ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en France. Ces opérateurs économiques sont pour la plupart issus du club entreprise Bordeaux Afrique. C'est le ministre délégué Adam Kakou Léon qui a pris la parole au nom de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Il existe des entreprises bordelaises qui sont de longue date installées à Bordeaux, à Abidjan, et des entreprises bordelaises qui travaillent avec la Côte d'Ivoire depuis longtemps et qui ont envie de se développer et même de s'installer en Côte d'Ivoire. La région Bordeaux-Aquitaine et la Côte d'Ivoire sont des régions qui se connaissent et s'apprécient depuis des décennies. Qu'ils soient venus pour nous présenter les potentialités de Bordeaux et voir à quelle mesure ils peuvent participer à l'implémentation de notre plan national de développement 2021-2025 est une chose qui est à encourager et nous l'encourageons à revenir. Ce sont au total une dizaine d'entreprises désireuses s'implanter ou s'étendre davantage dans le pays qui effectuent cette mission de prospection. Ces entreprises sont spécialisées, entre autres, dans les domaines de l'énergie, de la santé et de la communication. On parle à présent d'habitat urbain avec Abidjan qui accueille en ce moment la 3e édition du sommet de la finance en commun. Y participent plus de 500 banques publiques de développement, des banques qui se sont engagées à financer la transformation des économies et des systèmes financiers vers la durabilité. En marge de la rencontre, l'Alliance des ministres africains de la ville pour le financement a tenu sa toute première réunion sur l'habitat urbain. Et cette signature de convention entre la Caisse de dépôt et de consignation et la Caisse de dépôt et gestion du Maroc, la convention permettra la mise en place d'une filiale chargée des investissements à long terme. La filiale devrait démarrer ses activités avec un capital de 35 milliards de francs CFA. On en parle avec Lanciné Bakayoko. À travers cette convention, le Marocain CDG Capital apportera une assistance technique à la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire dans la mise en place de sa filiale, la facilité d'investissement à long terme. Cette filiale sera dotée de 35 milliards de francs CFA via des décaissements progressifs sur un prêt de 100 milliards mobilisé par l'État de Côte d'Ivoire auprès de la Banque mondiale. Être un peu votre conseiller financier nous honore dans cet exercice-là. Nous allons puiser effectivement non seulement dans notre expérience, mais aussi partager avec vous ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, essayer effectivement faire en sorte que cette convention en fait, qui nous oblige à tirer le meilleur pour pouvoir vous aider à réaliser vos objectifs. Cet accompagnement de CDC Capital va permettre notamment l'élaboration de la note de structuration de la filiale de CDC Côte d'Ivoire. Cette filiale aura 2 objectifs. Le premier, améliorer l'accès des startups et des jeunes PME au financement de préamorçage, d'amorçage et de capital risque.
Le deuxième, aider les grandes entreprises opérant dans les chaînes de valeur agricoles. Notre objectif, c'est que la filiale soit opérationnelle à partir de juin 2023, c'est-à-dire avoir fait tous les recrutements et que la filiale puisse commencer donc ses investissements à partir de juin 2023. Les 35 milliards donc, de francs CFA, je pense qu'on a de quoi faire avec ça dans un premier temps. Les deux parties signataires se sont engagés à rendre efficace l'outil de développement créé par la Côte d'Ivoire. Agriculture à présent avec les acteurs de la chaîne de valeur de l'ananas qui se sont réunis à Grand Bassam. 48 heures durant, ils ont planché sur le problème qui mine le secteur. C'était au cours d'un atelier de restitution et de validation de la mission d'enquête réalisée il y a un peu plus de 2 mois. Le point de la rencontre avec Jean-Luc Gbangbo à retrouver dans nos prochaines éditions. La première édition d'Abidjan Border Forum a refermé ses portes ce jeudi, organisée par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Le forum a enregistré la participation de plusieurs délégations de pays étrangers. Pendant donc 3 jours, ils ont échangé autour du thème frontières et sécurité collective. Un reportage d'Angela Diallo, commenté par Sidonie Davila. Pendant 3 jours, Abidjan enregistre la présence d'une dizaine de pays africains à l'occasion de la première édition d'Abidjan Border Forum. Ce forum pour discuter des questions en rapport avec la sécurité frontalière. Aux préoccupations posées sur la criminalité frontalière, le terrorisme et la vulnérabilité des populations des zones frontalières, quelques recommandations. Renforcer la coordination entre l'UA, les organisations sous-régionales et les États. Sensibiliser davantage les pays membres de l'Union africaine pour une ratification rapide de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière. Le commissaire général du Forum se réjouit de la réussite de cette première édition. Nous sommes pleinement convaincus que nos espaces frontaliers constituent pour nos pays l'un des points essentiels de la garantie de la sécurité, de la paix. Nous prenons l'engagement devant vous d'œuvrer à travailler dans ce sens afin qu'Abidjan devienne réellement la capitale des frontières africaines. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, représentant le Premier ministre Patrick Achi, salue cette initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Les conclusions que nous avons reçues seront transmises. Tous ces engagements de toutes les autres parties prenantes ne peuvent avoir de sens s'il n'y a pas au début un engagement du gouvernement ivoirien avec à sa tête donc le président de la République, donc qui a une vision sur les questions donc de gestion des espaces frontaliers. Lors de cette cérémonie, 5 distinctions ont été remises. Le prix du meilleur acteur frontalier, le prix de la meilleure organisation transfrontalière, le prix de la meilleure organisation coopérative féminine aux frontières, le prix spécial du jury et le prix de l'invité spécial. On se rend maintenant à Port-Louis où il se tient la triennale 2022 de l'ADA, entendez par là l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Dans la capitale mauricienne, les participants entendent promouvoir le programme de développement de l'Afrique grâce à des systèmes d'éducation et de formation résilients. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, participe à la rencontre. Vous retrouverez le compte-rendu de notre envoyé spécial Mamadou Kouassi à Maurice dans nos prochaines éditions d'information. Éducation toujours dans la localité de Mbengue, la scolarisation de la jeune fille se retrouve menacée par les grossesses précoces et le phénomène des mariages forcés, une situation qui interpelle les élus de la localité. Et pour juguler le phénomène, le député maire Ali Kader Koulibaly vient de lancer une série d'échanges avec les jeunes élèves de la ville. Nousangaré de Madongui, Konepa Gassoro. Les grossesses précoces sont l'une des préoccupations majeures des populations de Mbengue, localité située dans la région du Poro. Il y a des parents arrivés à un certain âge, ils ne contrôlent plus les sorties. Quand l'enfant vient, il dit « Ah, moi, je dois aller étudier ». Ils ne demandent pas « Ah, tu dois étudier avec qui ?» L'enfant rentre à 22 ans, ils ne vont pas demander où il est quitté. Les élèves elles-mêmes aussi, elles exagèrent en voulant tout avoir comme le matériel. Elles veulent avoir plus que ce que les parents ont avec la facilité. Pour pallier cette situation qui gangrène le système éducatif, le député maire Ali Kader Koulibaly a opté pour une rencontre d'échange avec les jeunes filles, intitulée « Dialogue entre père et fils ».
La rencontre a permis à Ali Kader de proposer des pistes de solutions en vue d'assurer le suivi des jeunes filles en difficulté. En attendant de trouver des solutions définitives, nous avons proposé que par établissement, elle puisse créer le club des filles conscientes. Et que par établissement, elle puisse noter des engagements entre les trois parties. Chaque établissement doit dire au niveau des filles quels sont leurs engagements, quels sont les engagements des parents et quels sont les engagements qu'on souhaite que le député maire que je suis puisse prendre. Nous avons promis au moins envoyer dès la semaine prochaine 250 kits scolaires. Faire de telle sorte que l'argument qui consiste à dire que les parents n'ont pas donné les fournitures, c'est pour cela que moi je suis allé faire une grossesse, on puisse retirer ces arguments-là auprès de nos filles. Présent à cette rencontre d'échange, le directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI n'a pas manqué de témoigner sa gratitude au maire pour l'initiative. Je pense que c'est une initiative qui non seulement mérite d'être encouragée, mais d'être généralisée. Parce que écouter les enfants, je pense que c'est une porte essentielle pour sensibiliser et également trouver des solutions durables. Cette rencontre du député maire avec les jeunes élèves de Mbengue s'inscrit dans la vision du plan stratégique d'accélération de l'éducation des filles. On regarde maintenant de près le point de la situation de la Covid-19 au 20 octobre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 20 octobre 2022 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 311 échantillons prélevés, soit 6,1% de cas positifs, 27 guéris et 0 décès. À la date du 20 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 676 cas confirmés, dont 86 786 personnes guéries, 827 décès et 63 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 638 586. Le 19 octobre, 13 775 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 20 512 474 doses du 1er mars 2021 au 18 octobre 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption était à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Epiphane Zorobi-Balo a lancé officiellement les rencontres anti-corruption en toile de fond. Il s'agit pour lui d'instaurer à tous les niveaux des pratiques saines pour favoriser la bonne gouvernance. Un reportage de Kader Sogodogo. Salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Epiphane Balo-Zoro est face à la population dans toute sa composante. Ici démarre un concept nouveau, les rencontres anticorruption. L'idée est de renforcer les connaissances des populations afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire la corruption sous toutes ses formes. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est à la première étape d'une tournée nationale. Dans une approche de promotion et de vulgarisation de la culture éthique, de responsabilité et de redevabilité, les rencontres anticorruption visent à sensibiliser et à former les populations ainsi que les acteurs socio-économiques en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cette activité périodique, avec des couches dédiées, vient non seulement pour renforcer les connaissances des populations sur les pratiques anticorruption, mais également pour impliquer l'ensemble des populations dans la lutte contre la corruption. Un cadre qui répond aux attentes des populations. Nous, en tant que jeunes, sommes d'autant plus fiers de voir qu'au plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire, la question de la corruption est une question essentielle. Tout ce qui s'est fait, c'est pour nous. Parce que quand le pays est moins corrompu, il y a assez de fonds qui rentrent dans les caisses de l'État, il y a la création de l'emploi qui va avec. Nous nous engageons pour que la corruption soit boutée hors de la Côte d'Ivoire. Avec les efforts du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous sortons de ce lot-là, de 130e à 104e. Bientôt même, peut-être, nous serons les premiers à être des pays non corrompus. Parce que, avec le président Alassane, c'est la qualité. Après Yamoussoukro, les rencontres anti-corruption
mettent le cap sur la cité balnéaire de San Pedro. L'esprit et la lettre ne changent pas. On s'intéresse maintenant à l'actualité hors de chez nous. De violents heurts ont eu lieu en N'Djamena et dans plusieurs autres villes du Tchad ce jeudi. Des accrochages entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à la prolongation de la période de transition. Le chef du gouvernement a décrété un couvre-feu jusqu'au rétablissement total de l'ordre, alors que le bilan humain est très lourd. Et selon le dernier décompte, au moins 50 personnes sont mortes dans ce déchaînement de violence qui a duré plusieurs heures. Les Nations Unies, de leur côté, ont déploré la violence et demandent une enquête sur les décès. Elle n'aura tenu que 45 jours. La première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission ce jeudi. Sa démission intervient après des semaines de calvaire pendant lesquelles elle a fait face à une avalanche de critiques depuis son entrée au 10 Downing Street le 6 septembre dernier. En cause, son premier budget qui a fait tanguer son début de mandat en prévoyant des caisses d'impôts pour les plus riches et des nouvelles dépenses partiellement financées pour lutter contre la crise énergétique. Sous la pression des marchés financiers et des élus conservateurs, l'ancienne députée du Norfolk avait dû abandonner la majeure partie de son plan et limoger son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng. Ce journal est terminé. Demain, retrouvez à 6h30 Régis Kofi pour un nouveau point d'information. Bonsoir et bonne nuit.